Chers collègues, chers amis, bonjour. Merci de m'avoir proposé de vous parler de ce thème important qui est la somnolence diurne excessive résiduelle chez des patients atteints de syndrome d'apnée obstructive au cours du sommeil, traités par CPAP. Je remercie ma collègue Valérie Attali du service des pathologies du sommeil de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris qui m'a aidé à préparer cet exposé. La somnolence diurne excessive est, comme on le sait bien, un symptôme majeur du syndrome d'apnée obstructive au cours du sommeil et je me permets de vous rappeler quel est le premier critère qui définit ce syndrome d'apnée obstructive au cours du sommeil, l'existence d'une somnolence diurne excessive non expliquée bien sûr par d'autres facteurs est le premier critère exigé dans le diagnostic pathologie. La somnolence diurne excessive se définit comme une propension à s'endormir de façon inopinée et qui va entraver le fonctionnement quotidien d'un patient dans sa vie professionnelle, personnelle, sociale, et familiale. Cette somnolence est bien sûr involontaire, elle est plus marquée en situation passive, elle va être plus intense que la somnolence dite normale en période postprandiale, et comme on va y revenir à plusieurs reprises, il est très important de la distinguer de la simple fatigue et surtout de rechercher un syndrome dépressif. Le risque de cette somnolence, lorsqu'elle est importante, est essentiellement le risque accidentel, puisqu'elle multiplie le risque d'accident de la circulation et du travail. Cette somnolence diurne excessive, elle est évaluée de façon objective par un autoquestionnaire bien connu, validé, facile à réaliser en consultation, qui est l'échelle de somnolence d'Epworth. Échelle indispensable dans le diagnostic et le suivi du syndrome d'apnée obstructive au cours du sommeil et qui est utilisée dans toutes les études. La normalité de ce score est inférieure à 10. Lorsqu'il est égal ou supérieur à 15, il faudra rechercher une autre pathologie telle que la narcolepsie ou l'hypersomnie idiopathique, surtout chez les sujets jeunes. Et lorsqu'il est très élevé, supérieur à 20, rechercher un syndrome de fatigue chronique et surtout un syndrome dépressif. De multiples études ont cherché à apprécier la fréquence de cette somnolence diurne excessive en population générale. Je vous en ai mis une relativement récente ici, d'un collègue qui a travaillé aussi à la Pitié-Salpêtrière, sur plus de 2000 adultes en France. Vous voyez que si on prend un score d'Epworth supérieur à 10, la fréquence de la somnolence peut être importante et elle est associée le plus souvent à des symptômes du registre dépressif, mais aussi au syndrome d'apnée obstructive au cours du sommeil. Si on regarde quelle est la fréquence de la somnolence diurne excessive en population générale et parmi les patients atteints de syndrome d'apnée au cours du sommeil, eh bien, vous voyez qu'on va retrouver une fréquence à peu près équivalente des deux pathologies, somnolence d'une part et syndrome d'apnée obstructive d'autre part, d'environ. Donc ce symptôme est fréquent en population générale. Il faut rechercher systématiquement et éliminer d'abord les causes classiques, au premier lieu la privation de sommeil et la prise de substances toxiques, voire induisant la somnolence, c'est-à-dire l'alcool, le cannabis, les médicaments. Une fois cela éliminé, c'est la dépression qui est la cause la plus fréquente de la somnolence diurne persistante et le SAOS n'arrive qu'après dans ses étiologies de somnolence diurne excessive. On sait que cette échelle d'Epworth, validée et objective, intéressante, a cependant ses limites dans le diagnostic et le suivi des patients atteints de syndrome d'apnée obstructive, comme le montre cette méta-analyse. En particulier, on se souviendra que chez les sujets plus âgés, au-delà de 70 ans,
atteints de syndrome d'apnée obstructive au cours du sommeil, le score d'Epworth fait souvent peu élevé. Quoi qu'il en soit, cette somnolence diurne excessive est une réalité. Elle va s'améliorer avec le traitement du syndrome d'apnée obstructive, en particulier avec le traitement par la CPAP. Cependant, tous les patients atteints de syndrome d'apnée obstructive ne sont pas somnolents et certains patients initialement somnolents vont le rester, même avec un traitement par CPAP, par PPC bien observé et bien efficace, comme on va le voir. Cette méta-analyse nous montre que la PPC, le traitement principal du syndrome d'apnée obstructive, va améliorer la somnolence chez la majorité des patients traités. Cette cohorte, ces multiples cohortes nous le démontrent facilement. Cependant, on sait que chez un certain nombre de patients, la somnolence diurne excessive va persister malgré l'efficacité et la bonne observance du traitement. Cependant, sa proportion et sa fréquence est très difficile à évaluer et voyez qu'elle est extrêmement variable selon les études, passant de 6 à 60%, donc un facteur de 1 à 10. Cela va dépendre des types de patients inclus. Cela va dépendre de la gravité des patients initialement inclus dans ces études en matière d'index d'apnée-hypopnée. Cela va dépendre de l'existence ou non d'une somnolence diurne excessive initialement. Et puis, bien sûr, cela dépend du fait qu'on a éliminé ou pas les autres causes liées au mauvais contrôle de la maladie et en particulier qu'on a été particulièrement vigilant sur la durée d'utilisation minimale du traitement par PPC. On y reviendra. Existe-t-il, cela étant, une somnolence diurne excessive résiduelle qui serait du syndrome d'apnée au cours du sommeil? Eh bien, cette étude nous montre que cette somnolence peut être fréquente puisqu'elle atteint 55% dans cette étude, mais lorsqu'on regarde de plus près, on voit que 40% pratiquement des patients étaient atteints de syndrome dépressif et que les facteurs prédictifs de cette somnolence diurne résiduelle persistante sous traitement sont l'index d'apnée faible, donc des syndromes d'apnée plus modérés au départ, et des syndromes d'apnée qui ont une somnolence diurne élevée à l'inclusion ou qui ont des comorbidités associées, telles que le diabète ou des pathologies. Donc, par contre, si, comme dans cette étude de l'équipe de Grenoble, on recherche la somnolence diurne résiduelle des patients SAOS traités par CPAP, si on prend la précaution à l'inclusion d'avoir des syndromes d'apnée un minimum sévère, d'avoir une bonne observance, voire minimale de la PPC, au moins supérieure à 3 heures par nuit en moyenne. Si on exclut les patients qui ont un travail posté, qui ont des privations chroniques de sommeil, qui ont d'autres pathologies, si on exclut les autres causes de somnolence diurne excessive, telles que le syndrome de jambes sans repos, les syndromes dépressifs et bien sûr les narcolepsies, vous voyez qu'on arrive à un score, à une fréquence d'environ 6%. 6% dans cette étude et le pourcentage, le taux retenu habituellement est d'environ 10% de somnolence diurne excessive résiduelle chez des patients correctement traités par PPC. C'est ce qu'on va retrouver d'ailleurs dans cette grande cohorte du registre de l'Observatoire Sommeil de la Fédération de pneumologie en France. Là, cette étude a porté, vous voyez, sur plus de 5500 patients atteints de syndrome d'apnée avec des IH initiaux supérieurs à 15, avec des scores supérieurs à 10, des patients observant au moins 3 heures en moyenne par nuit, des patients non dépressifs. Eh bien,
on arrive à un score, à une fréquence de somnolence diurne excessive d'environ 13% et qui chute même à 9% si on prend une observance du traitement par PPC de 6 heures par nuit. Pardon. Existe-t-il un phénotype particulier de ces patients atteints de somnolence diurne excessive résiduelle? Eh bien, ce va être des patients qui ont un score d'Epworth élevé, mais lors des tests de vigilance, des tests de latence d'endormissement normaux ou subnormaux, qui ont une plainte de fatigue importante, qui ont des plaintes mnésiques mais qui ont des bonnes performances objectives au test et qui vont avoir une augmentation progressive de leur score de fatigue, de dépression et également d'inattention. Brièvement, quelle est, pour finir ce chapitre, la cause éventuelle de cette somnolence diurne excessive résiduelle réelle chez un certain nombre de patients, on l'a dit environ 10% des patients traités efficacement par CPAP? Eh bien, on pense qu'il pourrait s'agir de lésions hypoxiques des centres de l'éveil, préalables bien sûr à l'institution du traitement par PPC, liées à la gravité du syndrome d'apnée, à son antériorité au fait que ce syndrome d'apnée obstructive, responsable d'une hypoxie intermittente nocturne, n'a pas été traité pendant de nombreuses années et a laissé comme séquelles des lésions irréversibles des centres. Donc pour conclure cette première partie, on retiendra que ces patients atteints de somnolence diurne excessive résiduelle ont un phénotype particulier, qu'ils sont plus somnolents initialement, c'est plutôt des syndromes d'apnée modérés que sévères, ils ont une plainte de fatigue, d'apathie et des signes de syndrome dépressif, mais ils n'ont pas de critères objectifs d'hypersomnie centrale. On peut donc évoquer dans la genèse de ce fait de cette somnolence des lésions post-hypoxiques et la prévalence retenue est de 6 à 13%. On retiendra en pratique le chiffre d'environ 10%, une fois éliminés encore une fois les autres facteurs pouvant induire cette somnolence diurne excessive, et bien sûr sous condition d'une observance minimale de la PPC d'au moins 4 à 5 heures par jour. Il est retenu actuellement. Dans la seconde partie de cet exposé, je voudrais vous entretenir brièvement de la place éventuelle d'un traitement pharmacologique pour la prise en charge de la somnolence résiduelle dans le syndrome d'apnée obstructive traité par PPC. D'abord, les préalables sont bien sûr la reconnaissance de la somnolence diurne spécifique. On vient d'en parler largement, je n'y reviendrai pas, pratiquement pas. Ensuite, on s'adresse bien sûr à des patients traités efficacement par la PPC et des patients bien observants. Ensuite, on s'assure que cette somnolence diurne excessive est bien persistante. Alors, qu'entend-on justement par somnolence diurne excessive persistante chez ce type de patient? Je ne reviendrai pas sur les critères de définition de cette somnolence diurne excessive. Vous répéterez qu'elle est involontaire, qu'elle doit survenir plusieurs fois, sinon par jour, du moins par semaine, qu'elle doit persister depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, 3 mois admettons, qu'elle ne s'améliore pas pendant les périodes de congés, de vacances et de repos, et qu'elle doit être évaluée d'une part par des outils subjectifs, l'interrogatoire, le score des poids, et d'autre part par des outils objectifs qui nécessitent des enregistrements polysomnographiques d'au moins 24 heures et au mieux de 48 heures, associés à des tests de vigilance, tests itératifs de latence d'endormissement, tests de maintien d'éveil et tests d'ossaire. Pour affirmer que cette somnolence diurne excessive et persistante, l'interrogatoire est fondamental, il faut la distinguer de la somnolence physiologique ou secondaire qui se corrige pendant les congés. C'est celle qui
est due à une mauvaise hygiène de sommeil, voire une privation de sommeil. Il faut la distinguer encore une fois de l'apathie, de la dépression, de la fatigue, et aussi de la clinophilie, c'est-à-dire à la tendance que peuvent avoir certains patients à rester au lit éveillés et à ne pas ou peu se lever certains jours de la semaine, en particulier lorsqu'ils sont en congé. Il faut bien comprendre ce terme de somnolence et bien s'entendre avec le patient qui, parfois, peut à l'inverse sous-estimer cette somnolence, la confondre avec le sommeil, négliger ce symptôme. Il est donc très important d'écouter et de noter les mots prononcés par le patient et d'évaluer cette somnolence par les tests objectifs et subjectifs dont on a parlé précédemment. Ensuite, avant d'envisager un éventuel traitement pharmacologique, il faut éliminer une cause respiratoire de somnolence excessive résiduelle. Ces causes respiratoires peuvent être en lien avec le traitement, un masque inadapté responsable de fuites qui vont réveiller le patient, des montées en pression trop importantes de l'appareil qui vont réveiller le patient et fragmenter son sommeil, des symptômes et des effets secondaires tels que l'obstruction nasale, la sécheresse buccale, l'aérophagie qui là aussi peuvent être responsables de réveils itératifs au cours de la nuit et de fragmentation du sommeil. Ce peut être également des symptômes en lien direct avec le syndrome d'apnée et son traitement. En premier lieu, le manque d'observance, 4 heures au moins par nuit en moyenne sont requis. Bien sûr, la correction insuffisante des événements respiratoires, avec la persistance d'un nombre d'apnées et d'hypopnées résiduelles, voire de limitation de débit plus de 10-15 par heure, et être vigilant quant à l'apparition éventuelle d'un syndrome d'apnée centrale sous PPC, donc d'un syndrome d'apnée centrale émergent. Cela nécessite donc de faire un relevé détaillé des données enregistrées par les machines de PPC, non seulement l'observance, l'index d'apnée résiduelle, les fuites, mais regarder les courbes de débit détaillées. Et cela va nécessiter, à la fin, une fois tous ces critères réunis, si on ne retrouve pas de cause à ces somnolences diurnes excessives, de réaliser un bilan minimal en unité de sommeil spécialisée avec un enregistrement polysomnographique à la recherche d'une fragmentation du sommeil, d'un syndrome d'apnée centrale émergent et ou d'autres causes de fragmentation du sommeil. Ensuite, il convient d'éliminer une cause non respiratoire de somnolence diurne excessive. D'abord, les causes externes, la prise de substances telles que l'alcool, le cannabis, certains médicaments. Ensuite, la mauvaise hygiène de sommeil, on en a parlé, j'y reviendrai pas, mais on peut s'aider utilement là de la rédaction par le patient d'un agenda de sommeil pendant les semaines qui vont précéder la réalisation d'une polysomnographie. Rechercher une dépression, encore une fois la somnolence fait partie des signes cliniques de la dépression, elle peut être atypique, elle peut se manifester par des symptômes banaux tels que la tristesse et l'anxiété, et là il faut s'aider d'échelles spécifiques comme l'échelle de dépression de Pichot ou médicale spécialisée psychiatrique. Les autres causes neurologiques de somnolence diurne excessive sont plus rares, mais il faut les avoir en tête. C'est l'hypersomnie idiopathique et la narcolepsie chez des sujets jeunes chez qui peut s'associer un syndrome d'apnée obstructive souvent plus léger, qui ont un score d'Epworth au moins à 15. Ce sont plus fréquents les syndromes de jambes sans repos, qui atteignent souvent les personnes de sexe féminin, qui vont entraîner une diminution du temps de sommeil et qui, dans un tiers des cas, s'accompagnent de somnolence diurne excessive. Plus rares sont les parasomnies en sommeil non profond. Et puis, ne pas perdre de vue les formes secondaires, les étiologies neurologiques,
telles que la sclérose en plaques, la maladie de Steiner, le syndrome de Prader-Willi et certaines formes de Parkinson. Cela nécessite un interrogatoire ciblé, les explorations dirigées pour le diagnostic de ces différentes pathologies, des bilans en unité de sommeil hospitalière avec enregistrement polysomnographique pendant 24 voire 48 heures. Au terme de tout cela, si on a un patient SAOS avéré, éligible à la PPC, traité de façon efficace, avec une observance suffisante, s'il a une véritable somnolence diurne persistante telle qu'on vient de la définir, si on a éliminé une cause respiratoire, si on a éliminé une cause non respiratoire essentiellement neurologique, on voit qu'on a affaire à un phénotype particulier de patients qui sont somnolents, qui ont une plainte de fatigue, souvent une plainte cognitive et attentionnelle associée, avec, lors des explorations, des tests itératifs de latence d'endormissement subnormaux, et on a vu que l'étiologie, la cause physiopathologique évoquée actuellement serait des lésions post-hypoxiques préalables à l'institution du traitement de leur syndrome d'apnée. Alors, est-ce qu'il y a des molécules utilisables, voire indiquées dans ce cadre de la somnolence diurne excessive chez ces patients SAOS traités par PPC? Oui, il y en a. Il y a eu une modafinil qui a eu un temps une indication, mais qui n'a plus d'indication dans chez ce type de patient en Europe. Le modafinil est maintenant réservé en Europe aux patients atteints de narcolepsie et d'hypersomnie idiopathique sévère. Par contre, deux autres molécules sont apparues ces dernières années, et je vais vous en parler pour finir, le solriamfétol d'une part et le pitolizant d'autre part. Le solriamfétol a fait l'objet de multiples études randomisées, contrôlées, en double aveugle, avec des schémas qui sont repris ici, le comparant bien sûr au placebo et étudiant les différentes posologies de 37,5 à 300 mg, vous voyez, chez des patients donc atteints de somnolence diurne excessive résiduelle, SAOS, traités par PPC. Eh bien, chez ces patients, cette molécule s'est avérée efficace en matière de diminution objective et persistante, se maintenant dans le temps du score d'Epworth, même à la posologie minimale, qui est celle, on verra, qui a été retenue de 37,5 mg par jour. Efficacité également démontrée avec, vous le voyez ici, les tests de vigilance diurne, également pour la posologie de base de 37,5. Donc le solriamfétol, qui est un inhibiteur de la recapture de la dopamine et de la norépinéphrine, est depuis 2 ans, en Amérique du Nord et en Europe, reconnu comme efficace et indiqué pour traiter les patients atteints de somnolence diurne excessive résiduelle, dans la narcolepsie d'une part, et d'autre part dans les syndromes d'apnée obstructive traités par PPC, et ceci à la posologie de 37,5 mg une fois par jour. L'autre molécule qui est utilisée, dont l'efficacité a été démontrée dans ce cadre, c'est le pitolizant, qui est un agent éveillant agoniste inverse sélecteur des récepteurs H3 de l'histamine. De multiples études ont été réalisées pour cette molécule. Je vous ai rapporté ici l'étude de l'équipe française multicentrique pilotée par l'équipe de Grenoble, donc publiée au début de cette qui démontre un rapport bénéfice-risque favorable donc pour la prise en charge de la somnolence résiduelle chez des patients SAOS traités par PPC. Le pitolizant a obtenu récemment, au mois de mai dernier, le blanc-seing de l'Agence européenne du médicament, qui a donné un avis favorable pour son utilisation
afin de traiter, vous le voyez, la somnolence diurne excessive chez des patients atteints d'apnée obstructive au cours du sommeil, d'une part traités par PPC efficacement, mais aussi chez ceux qui ne tolèrent pas et qui n'appliquent pas le traitement par PPC. En conclusion générale de cet exposé, on peut dire qu'il existe actuellement de la place pour un traitement médicamenteux éveillant de la somnolence diurne excessive chez les patients SAOS traités par PPC. Une fois qu'on ait éliminé de façon rigoureuse les autres causes, une fois qu'on s'est assuré de la bonne efficacité, de la bonne observance du traitement par PPC, avec l'accord du patient, après avoir mis en balance le retentissement social, familial, professionnel, les risques liés à cette somnolence diurne excessive résiduelle et les risques éventuels d'effets secondaires de ces molécules, notamment sur le plan cardiovasculaire et neurologique. Et tout cela après un bilan minimal dans un centre spécialisé, avec des enregistrements polysomnographiques de 24 et au mieux 48 heures, après une évaluation psychiatrique afin d'éliminer surtout un syndrome dépressif, même latent, et après avoir mis en balance l'accès au centre versus le nombre de patients à traiter. Je vous remercie de votre attention.